Prude. Prude, le podcast qui partage l'humeur sexuelle de son époque. Vous entendrez ici des témoignages spontanés, insolites, décomplexés, qui ouvrent l'esprit et donnent envie de se faire du bien ou apprendre à le faire. Car oui, le sexe est une source gratuite de bonheur qui est sûrement bien plus forte que la culture, la bouffe ou encore la drogue. Mettre en perspective nos questionnements de vie avec légèreté, partage et liberté, ça fait plaisir. Prude. Basile, c'est l'étendard de son époque. Tout jeune déjà, il attire son monde et les plus jolies filles. Pourtant, c'est avec un copain de l'équitation que naîtront ses premiers homosexuels. En couple, il a une petite copine, et pourtant il tombe amoureux de son meilleur ami. Et il se martèle tout seul, il faut que tu choisisses ton camp. Mais qui a dit qu'il fallait prendre parti ? Pourquoi ne pas plutôt écouter le moment et juste vivre ses désirs comme ils viennent ? Enquête personnelle et passionnante sur le plaisir, le désir et le genre. Prude. Je m'appelle Basile, j'ai 34 ans, j'ai grandi dans l'ouest parisien, dans un milieu plutôt classique. J'habite à Paris, je suis producteur artistique, apprenti boulanger, aussi réalisateur un peu en pub. Et puis j'essaie un peu de m'extraire de ce milieu depuis quelques années. Que dire sur moi ? J'aime faire du pain, j'aime faire du sport, j'aime faire du yoga et de la méditation. Depuis peu, j'ai pas toujours été comme ça, avant c'était surtout beaucoup la fête. Beaucoup la fête. Alors nous on est 5 enfants. Ça se fait beaucoup aussi à côté de Versailles. Et à Versailles, moi j'ai été élevé en privé catholique une bonne partie de ma vie. À la fois à l'école et à la fois dans ma famille, j'étais plutôt celui qui poussait un peu les limites, quoi. Celui qui cherchait à partir de quel moment on me dit non. Et du coup après pouvoir comment contourner ce non, quoi. Ça j'aimais bien. Donc j'étais plutôt le vilain petit canard entre mes frères et sœurs. J'étais plutôt brillant à l'école et je faisais pas grand chose. J'aimais bien plaire. Mon premier souvenir de frisson, c'est que j'avais fugué de l'école en pleine journée et que j'étais allé m'acheter des bonbons et que j'étais revenu, et pour moi c'était un espèce de moment hyper transgressif et j'ai ressenti un truc un peu jouissif de cette transgression, quoi. Je me suis évadé et j'ai adoré ça. Et ça, je crois qu'après j'ai essayé de cultiver un peu ce sentiment dans différentes choses. Moi, mes premiers éveils sexuels et mon premier rapport un peu à la sexualité, et c'était au Poney Club, étrangement. Et donc j'étais tout le temps avec un groupe avec qui je partais en compétition et on passait beaucoup de temps ensemble. On jouait aux actions vérité, on jouait au jeu de la bouteille. Et moi je me souviens que ça a été des moments un peu d'émoi, de je veux l'embrasser, pas l'embrasser, mais c'est même parti assez loin, c'est-à-dire qu'il y a même des après-midi où on se retrouvait au milieu d'un champ, en train de toucher le corps de l'autre. C'était pas encore de la sexualité pure et dure, et c'était une super découverte du corps de l'autre en fait. Pas encore justement ce moment de l'adolescence où on est plus gêné par son corps et tout. Et donc du coup, ouais, on dormait chez les copains avant de partir en concours. Parfois on était assis à poil dans une pièce à faire à la fois s'embrasser vraiment et à la fois faire un peu semblant de faire l'amour. On cherchait un peu. Mais franchement, j'avais même pas de poil au zizi encore, donc tu vois, c'était... À cet âge-là, on dit zizi, je le dirai plus après, t'inquiète pas. Mais... Prude. Franchement, à l'adolescence, quand t'es un garçon, tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à ça, tout le temps envie d'embrasser des gens. Et je dis des gens, parce que c'est à cet âge-là aussi que j'ai eu les premiers switch, entre guillemets, en se disant, tiens, je suis en train d'être excité par autre chose que par une fille. Bon, je suis pas monothématique, mais du coup, le premier garçon que j'ai embrassé, c'était aussi un garçon de l'équitation. Et c'était au championnat de France sur un banc de Center Park. Et puis là, on se dit, viens, vas-y, mets la main sur la mienne, je mets la main sur la tienne et tout. Et puis on se rend compte qu'on kiffe. Et puis en fait, on commence à se choper. Et en fait, j'ai kiffé, quoi. Et lui aussi. Et du coup, là, je me suis dit, well, il y a autre chose. Et là, du coup, s'ouvre une page de longs questionnements et de... une longue quête d'identité, quoi, vraiment, parce que ce truc que j'avais pas trop conscientisé, quand on construit son identité à l'adolescence, elle commence à prendre vachement de place et à se dire, mais en fait, je suis quoi ? Et puis moi qui étais plutôt dominant dans mes groupes de potes et tout, là, pour me positionner, il y a les insultes de sale pédé, sale machin et tout, donc ça devient compliqué de se positionner là-dedans et de se dire, en fait, je mens un peu parce que ça, je le dis pas trop. C'est secret, mais c'est des choses que je ressens.
Et en même temps, je kiffe encore les filles, et j'ai une meuf et tout ça. Vraiment une période un peu hardcore, je pense qu'il devait être à peu près l'entrée du lycée. Ça a été pas du tout un long fleuve tranquille pour moi dans ma tête. Pas du tout. Franchement, ça a été vraiment une période assez longue, quoi, de se dire, mais qui je suis, quoi. Et puis de devoir poser des étiquettes aussi, parce que, franchement, dans les années, fin des années 90, et encore aujourd'hui, c'est vachement d'étiquettes. Est-ce que t'es hétéro? Est-ce que t'es homo? Avec tous les clichés d'homo, hein. Moi, j'ai grandi vraiment dans l'Ouest parisien hyper classique, donc, c'est pas non plus, c'est pas le kibbutz, mais c'est pas non plus hyper open, quoi. Et donc, du coup, j'ai vécu pas mal dans le mensonge quand même, un petit peu vis-à-vis de ça. Quand j'ai eu 16-17, ouais, j'ai commencé à le partager plus. Et là, pour le coup, c'était plus quelque chose que je revendiquais. Bon, au moment où je me suis dit je suis bi, mais en fait c'est pas vrai parce qu'on n'est jamais bi 100% du temps. Quand t'as que du désir, tu te dis bon, ça reste que du désir et puis entre guillemets des dérapages ou des trucs comme ça. Mais quand tu commences à avoir des sentiments pour un garçon, là ça change tout quand même. Et tu te dis ok, en fait c'est vraiment en train de s'installer ou de se développer. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, si ça se trouve, comme très tôt j'ai été éveillé au corps des garçons et des filles et des garçons, et bah du coup, peut-être que j'ai développé une sensibilité supplémentaire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à assumer. Et aussi, effectivement, je l'ai revendiqué, ouais. Je l'ai revendiqué auprès de mes parents, j'ai adoré leur balancer que j'étais bi, voilà. Et ça, j'aimais bien. Et pourtant, ma mère, j'ai vu que ça lui plaisait pas du tout, quoi. Je crois que je cherchais un peu à les déstabiliser. À la fois, j'avais une partie de moi, j'assume. Et d'un autre côté, quand t'as envie de choper ton pote, c'est pas hyper facile non plus, quoi. Non, il y a surtout un de mes potes dont je suis tombé un peu en amoureux. Franchement amoureux. Hétéro. Et puis on est devenus hyper potes. Et puis, je me souviens très bien, hein, on était sur un banc dans un parc. On parlait de ça, je crois, de sexualité et tout. Il me dit... Ma mère, elle m'a dit un truc hier. Elle m'a dit, il y a 2 trucs que je veux pas que tu deviennes. Ni prêtre, ni homo. Je lui dis, bah... c'est cool parce que prêtre, franchement, t'en prends pas le chemin. Et puis homo, c'est pas le cas, donc c'est cool. Et là, silence. Mais là, tu peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Moi, ça fait 1 an que je suis amoureux de ce pote, quoi. Donc, c'est jaillissement d'aurore à l'intérieur de moi, c'est le festival, quoi. Et j'arrive même plus à parler d'ailleurs, hein, je crois que je tremble. Et du coup, le silence se fait, et bon, bah, je finis par rebondir sur ce silence quand même, en disant, ben, tu poses des questions, quoi. Il me dit, ouais, je me pose des questions. Bon, bah, le soir même, j'étais en train de lui rouler des pelles, hein. En 72 heures, il se retrouve à se dire à son pote, bon, bah, peut-être que j'ai des doutes. 72 heures après, il a déjà roulé 3 pelles, je lui ai mis la main dans le pantalon, et je lui ai envoyé 15 textos dans la journée, autant te dire que, en termes de pression, je pouvais pas faire pire, quoi. Il a mis un stop, je sais pas, au bout de 3 semaines, 1 mois, quoi. Et là, moi, j'ai été dévasté, quoi. Mais dévasté, en mode poète maudit, j'écris des lettres, je pleure sur mes lettres, sur mon papier craquelé, quoi. Vraiment. Du coup, j'ai dû prendre conscience qu'il y avait une vraie dualité quand même. Mais j'ai pris conscience d'autre chose, c'est que cette dualité, elle n'était pas constante, elle était plutôt cyclique. Et là, je suis entré dans un autre stade de, en fait, c'est pas fille ou garçon, en fait, c'est la personne, je crois, qui va plutôt me plaire. J'avais déjà eu des histoires avec des filles, mais à ce moment-là, j'étais pas avec une fille. J'étais célibataire. Et de toute façon, je voulais pas, je crois que lui prenait trop de place. En fait, je me suis tellement dit que ça n'arriverait jamais, que j'ai réalisé pas que c'était en train d'arriver, en fait. En fait, il y a un moment où j'ai envie de choisir, moi. J'en ai eu marre d'être un peu entre 2 eaux, parce que je me suis dit, les meufs, elles vont pas kiffer. C'est ce qu'on se dit, hein, quand on a 17-18 ans, on se dit, franchement, tu dis ça à une meuf... Enfin, dans une cour de lycée, ça passe pas trop, quoi, de dire ça quand même. En tout cas, ça passe, c'est cool, tout le monde trouve ça cool, mais de mon point de vue, je trouvais pas ça hyper sexy. Pour une meuf de se dire, bah, il a aussi envie de se taper des mecs, et pour un mec, très vite, je me suis rendu compte que les homos pur et dur, ils kiffaient pas du tout. Ils disent que t'es un homo refoulé et tout, ça aussi, c'est des questions que je me suis vachement posées. Je me suis dit, putain, Basile, si ça se trouve, t'es homo et tu veux pas te l'avouer, en fait. Et tu mets ça sous des couches de ce qu'on t'a appris et tout, donc... J'ai essayé même avec des mecs d'essayer d'avoir une relation, ça marche pas. En fait, rapidement au lit avec un garçon, il me manque un truc, quoi. Toujours, j'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Et après, coup du sort, j'ai traîné avec vachement d'homos, même dans la communauté homo. Pourquoi ? Parce que le premier mec
quand j'avais 12-13 ans, là, à qui j'avais roulé une pelle à Center Park, et première pipe, et bah, c'est devenu mon coloc. Sauf que lui, entre-temps, est devenu méga homo. Mais méga homo. Et donc, lui, quand j'ai réaménagé avec lui, il était vraiment Paris, Marais, boîte et barguet, quoi. Vraiment ces ambiances-là. Et moi, j'ai commencé à sortir vachement dans ce milieu-là. Et où là, je me suis dit, bon, bah, en fait, ok, c'est sûr, je suis pas complètement homo, moi. Ou alors, je suis pas homo comme ça. Ou je crois que j'avais encore du chemin à faire seul, avant d'être bien avec quelqu'un. Prude. En fait, je me suis demandé à un moment si c'était pas plus le concept qui me plaisait, plus que le faire réellement. Avec un garçon, je parle. Le concept de se taper un mec. En fait, je crois que c'est pour ça, j'ai eu l'impression à un moment de m'être enfermé un peu dans une étiquette. En me disant, mais ça se trouve, je suis pas bi, en fait. C'est ça que je me suis dit. Moi, les femmes, elles ont tellement eu d'importance sur mon parcours, elles m'ont tellement aidé à me construire, elles m'ont vachement apporté, mais le rapport que j'avais à la sexualité était sans doute pas le bon. Et je crois que j'ai toujours eu besoin de l'autre pour me compléter et pour me rassurer dans mon image, et que je crois que c'est pas ça le bon game. Je crois que l'équilibre, c'est quand on est assuré dans son image avant d'aller à la rencontre de l'autre. Là, ça change vraiment tout. Je peux pas siloter le sexe, parce que le sexe à ce moment-là de ma vie et mes relations perso, elles font partie d'un tout, elles font partie de ma vie que je suis en train de rejeter à ce moment-là. C'est-à-dire que la personne que je suis, je sais qu'il y a une zone de frottement qui est pas cool et il y a quelque chose qui est dissonant en moi. Et ça va pas. Et ça, j'en prends conscience, c'est-à-dire que pourtant ça marche bien, mon job marche bien, je suis compétent dans ce que je fais, je suis reconnu pour ce que je fais, je gagne bien ma vie, socialement je suis bien intégré. Mis à part le fait que je tape un peu trop à ce moment-là, ça va. Mais du coup, j'arrête la télé, ça me saoule, je commence en pub, à réaliser des pubs, ça marche hyper bien, je monte une boîte en pub et je redeviens saoulé aussi. Et du coup, là je me dis, ok, t'es au bout d'un truc. Je le sens vraiment que je suis au bout d'un truc. Et du coup, en 6 mois, je quitte ma meuf, je quitte la boîte que j'ai montée avec mes potes, et je m'étais intéressé entre-temps au pain et à la fermentation à travers une émission que je produisais. Et je me dis, ok, casse-toi. T'as besoin de faire le vide. Et je me suis cassé, du coup, je suis parti 1 an pour apprendre à faire du pain dans le Cantal. Et j'ai loué une grande baraque, qui était bien trop grande pour moi d'ailleurs, sur une colline, seul, au milieu de nulle part, à 15 minutes d'Aurillac, en plein milieu des montagnes, au milieu des vaches. Seul. J'ai kiffé parce qu'en fait j'ai laissé le temps, et ce que j'ai jamais fait, moi j'ai toujours eu besoin de remplir tout le temps parce que c'était jamais assez. Je suis le mec qui voulait jamais se coucher, qui voulait toujours continuer, qui voulait toujours vivre plus fort, toujours aller plus loin, les meilleures vacances, et en fait j'en pouvais plus de ça. Et je savais que il y avait un problème, quoi, de fond. Et donc, je peux pas parler que de sexe à ce moment-là, parce que le sexe, il s'inscrit là-dedans. Il s'inscrit dans les relations que j'avais, dans la relation que j'avais. Et du coup, voilà, je suis parti, et là, j'ai fait le vide. Et j'ai fait le vide de ouf. Mais c'était presque ridicule, hein. Je me baladais dans une espèce de mini manoir au milieu de la montagne, en robe de chambre avec mon verre de vin, et je faisais de la zik, et j'allais apprendre à faire du pain, quoi. Moi, j'ai adoré cette période de vide, parce que elle m'a permis de laisser de la place, en fait. De laisser de la place pour faire naître des envies. Et des choses que je m'étais pas forcément autorisé. Parce que socialement, ça rentrait pas dans le cadre, ou parce que j'avais pas assez confiance en moi. Partir dans le Cantal quand t'es producteur en télé tout seul pendant 1 an, autant te dire que tous tes potes, ils te prennent pour un ouf. Et j'ai repensé aux filles, peut-être, vers qui j'avais pas osé aller. Et parmi ces filles, parce que la conjoncture était pas la bonne et que j'étais en couple à l'époque, mais elle m'avait plu, je me disais, cette fille, elle est trop loin de mon milieu. Elle est trop intelligente pour moi. Elle a fait des super études. Moi, j'ai toujours eu un peu le complexe je m'en suis toujours très bien sorti, mais j'ai jamais fait des grandes études. J'ai toujours un peu ce complexe-là. Elle est trop haute pour moi, quoi. Je peux pas la voir. Moi, faut que je reste dans la catégorie branchouille en quête existentielle. Mais cette catégorie-là de personnes qui semblent sur le papier équilibrées, hyper instruites, et qui font des choses qui ont du sens dans la vie. Parce que moi, j'étais en quête de sens quand même depuis longtemps, mais comme tous les trentenaires qui bossent dans ce genre de milieu. Et du coup, j'estimais pas du tout, je donnais pas du tout de valeur, moi, à ce que je faisais. Même si je réussissais, je donnais pas de valeur. Et du coup, elle, c'était tout l'inverse. Pour moi, dans l'imaginaire, c'était tout l'inverse.
Du coup, le pain, j'ai kiffé, on refait pas sa nature. Donc en fait, j'ai commencé à écrire un programme sur le pain quand j'étais là-bas. Et puis j'ai commencé à écrire un programme social sur le pain. Parce que les questions sociales, ça m'a toujours attiré, mais j'ai jamais assumé d'y aller en fait. Et du coup, j'ai commencé à écrire ce projet social sur le pain. Et du coup, comme cette fille bossait dans le social, mais je me suis dit, tiens, je vais la contacter, elle pourra me conseiller, elle pourra me coacher un peu pour le dossier, quoi. Et en fait, on s'appelle pour une session de travail. Donc moi, je suis devant ma cheminée en pantoufles, en robe de chambre, avec mon verre de vin, enfin avec ma bouteille de vin même à côté. Et ce call professionnel qui devait durer un quart d'heure, en fait, il a duré 1 heure et demie. Je suis monté à Paris 15 jours après, et on s'est embrassés. C'est la première fois que je faisais la cour à une fille. Et vraiment. Et bien, pas juste on baisse sur un malentendu. Genre, je te fais la cour, quoi. Quand t'oses, quand tu te mets en danger, ça marche. Et je me suis dit, putain, t'es vraiment qu'un pur connard parce que t'as toujours aimé te mettre en danger, et sauf pour des choses qui en valaient vraiment la peine et qui comptent le plus, quoi. Je suis hyper content de la relation qu'on a ensemble. Elle m'épanouit parce que j'ai l'impression de pouvoir être moi complètement dans cette relation. On est vraiment partenaires dans nos explorations. Et dans nos explorations, toutes les explorations, sexuelles incluses. Et ça, c'est hyper cool de se sentir câblé avec quelqu'un et de se dire, bah viens, on jump ensemble. On a le frisson, on a peur tous les deux, mais en fait, on y va ensemble. Et je crois qu'on a un peu un côté alter ego, et on s'en méfie d'ailleurs de temps en temps, c'est que on aime tous les deux beaucoup séduire. On aime plaire, on aime prendre la place quand on arrive ou dans un groupe ou dans un endroit. Et du coup, ça crée une forme d'équilibre. Franchement, au tout départ, sexuellement, c'était cool. Mais c'était pas non plus genre la révélation, les chants dans la chambre quand on jouit, pas du tout. Hein. C'était pas du tout... non, c'était cool. Enfin, en fait, un début de relation, quoi, je trouve. Et on s'est vachement écoutés l'un et l'autre. Plus le temps passait, plus on était complices, plus on se libérait l'un et l'autre, plus on assumait exactement qui on voulait être. On arrivait à un stade sexuel de notre relation où on s'est dit, ok, là, on kiffe de ouf. Est-ce qu'on n'en profiterait pas parce qu'on est bien dans notre relation, on est en confiance tous les deux, pour explorer encore plus? On a d'abord commencé par un truc un peu soft, enfin sur le papier soft, qui était un week-end de massage tantrique. Un peu excité, tu prends ton week-end de massage tantrique, c'est 2 fois 8 heures dans Paris. Et là, on y va. Pour moi, le massage tantrique, je me suis dit, non, franchement, j'avais lu un peu en diagonale. De toute façon, ces sites-là, en général, la DA, elle est tellement dégueulasse que t'as pas envie de passer la première page. Les ambiances Krishna et tout, pour moi, franchement, au départ, c'est pas du tout mon truc, franchement. Mais je me dis, le côté un peu mystérieux, spirituel, je vais acquérir un savoir un peu divin sur la sexualité, m'enchantait comme idée. Mais c'est un peu de l'ordre du fantasme, quoi. Et puis tu sais pas concrètement ce qui s'y passe. On y va. Bon, bah là déjà, je rentre dans la salle, j'ai envie de faire demi-tour, parce qu'en fait, ils ont tous 45-50 ans, enfin plus d'ailleurs 50 ans, et que nous, à ce moment-là, on a 32 et 30. Et que du coup, ouais, au secours en fait. Parce qu'en fait, c'est même, je dirais même plus, entre 45 et 65. Et plus proche de 50-60. Il y avait, on était 3 couples. Et tout le reste, on était une trentaine à peu près. Et tout le reste, c'était un homme, une femme, mais ils avaient fait gaffe pour la parité. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Enfin, j'ai beaucoup changé depuis ce temps-là. Hein, mais tout ce qui était un peu méditation, on se met en cercle de parole libre et tout. On passe le bâton et tout. Oh, pour moi, ça, c'est des angoisses, mais de ouf. Je me dis pas moi, c'est pas possible, je suis pas en train de faire ça, quoi. Mais si, en fait, t'es en train de le faire. Je me pousse un peu, je me dis, allez, c'est pas grave, on est là. De toute façon, ça a pas encore commencé, donc on y va. Et là, on se met tous en cercle. Et donc, il pitch un peu le truc. Déjà, je vois que la meuf qui anime, elle est quand même à un niveau de plénitude assez élevé, quoi. Mais soit, on se met en cercle, et là, on commence à faire des exercices un peu. Et en fait, on fait un cercle d'hommes, un cercle de femmes. Et donc t'as le cercle de femmes au milieu, le cercle d'hommes qui est face aux femmes, et on tourne, on switch, un peu comme un minuteur de cuisine, vous voyez. Et donc du coup, on fait un exercice à chaque fois devant l'autre. Donc là, boum, devant l'autre, tu vas le regarder dans les yeux, tu scannes l'autre de haut en bas, donc laisse tomber, moi je me retrouve devant une nana de 68 ans. Donc le but de ces exercices, c'est de trouver la beauté en l'autre.
Moi là-bas ça me parle pas à l'époque, hein. Depuis ça me parle vachement plus, mais à l'époque ça me parle pas du tout. Le local, c'est ambiance un peu genre salle de gym dans Paris, même pas sexy. Au mur, des trucs de Krishna, Shiva et tout qui sont accrochés avec de l'encens. Mais il est 10h du matin samedi et on te demande de te mettre à poil devant les autres en fait. Et donc là, on s'échange des regards avec Julie et on se dit ok, on se met un code pour rester en couple quoi. Franchement, pendant ce week-end-là, j'ai fait me barrer 5 fois. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, nous on avait fait le choix de rester en couple pour les exercices, mais c'est plutôt conseillé de switcher. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, tu t'enfonces, c'est comme un entonnoir, et tu t'enfonces dans des exercices qui sont de plus en plus concentrés sur toi, sur ton ressenti, sur le toucher, Et en fait, je faisais des montagnes russes. À 14h, je voulais me barrer, à 16h, j'étais bien, à 18h, je voulais me barrer, à 20h, j'étais en train de me faire masser par 2 personnes complètement à poil à la bougie, quoi. Et pourtant, il y a toujours la meuf qui se balade avec son palo santo en dansant à moitié dans la pièce et en se caressant les seins et en faisant des incantations. Donc tu te dis, bon, ok. Dissonance cognitive, mais... Et tu te dis, moi, Basile, je suis là. Ok. Et puis c'est surtout, Julie, elle me coach un peu en me disant, allons au bout, quoi. Et en fait, la journée se finit et je suis trop bien. Alors après, moi, tout le décorum, je suis pas hyper sensible, je suis même plutôt réfractaire. Mais en revanche, le contenu, il est intéressant. Il te conseille de laisser le temps. Et une fois que tu laisses le temps et que tu laisses de la place, eh ben, tu peux te concentrer sur tes sensations. Et que t'es plus dans une relation hétérosexuelle normée. Et là, du coup, c'est assez libérateur de tout ça, puisque il y a des moments où ça n'est concentré que sur toi-même, et c'est assumé. Là, c'est 3/4 d'heure sur toi. Là, c'est 3/4 d'heure sur l'autre. Et du coup, bah, ça laisse vachement de temps pour se concentrer vraiment sur ses sensations. Ça passe par le souffle, par de la détente, par beaucoup de massages. Il y a pas mal d'exercices, en fait, qui te font faire. Et putain, ça marche. Mais pour moi, c'est que la porte d'entrée. Donc, on y va le deuxième jour, le dimanche. Et là, je vais encore partir. Mais je le fais. Et pareil, le deuxième jour, bascule, genre à 16h, 17h, je suis genre extase, mais genre extatique, quoi. À tel point qu'on ressort de là, je suis en train de planer, quoi. Vraiment, je plane. Prude. C'était un truc où on voulait upgrade notre sexualité, mais j'ai ouvert une page que je soupçonnais pas du tout, qui était pas du tout une page sexuelle, qui était une page de méditation. L'état de méditation, j'ai découvert à travers le massage. Là, ça a radicalement changé des choses dans ma vie, parce que j'ai commencé en fait à m'intéresser à ça et à commencer à m'intéresser à méditer. Et là, j'ai commencé à faire des retraites, d'autres trucs de tantra. J'ai commencé à me connecter à moi-même. Alors comme ça, tu te dis, ok, encore un. Mais oui, j'ai commencé à me connecter à moi-même, à relâcher des parties dans mon corps. Je me suis fait, en méditation, des montées plus puissantes que sous MDMA. Je me suis retrouvé tout seul, à trembler, dans mon salon, mais comme une feuille, en tailleur, à trembler, à avoir des spasmes, et à avoir des espèces de mini-sons dans la voix, quoi, de relâchement et de bien-être. Mais je me suis fait cueillir, hein. Franchement, je me suis fait cueillir. Au départ, je me dis, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et j'ai essayé plusieurs fois. Ça marchait pas. J'ai essayé des méditations guidées et tout. Et un jour, j'étais trop en bad. Et je me dis, je vais me faire une méditation, je vais tenter. C'était un peu dernier appel, quoi. Et je vais sur YouTube, je prends le truc qui s'appelle méditation du sourire qui dure 35 minutes. Et là, j'ai basculé et je me suis mis à méditer tous les jours. Et en parallèle, j'ai fait des retraites de tantra. Et j'ai fait une retraite notamment pour les trentenaires, entre 28 et 35 ans. C'est une retraite, ça fait partie de ces retraites où tu as à la fois des exercices de, j'aime pas ce mot-là, mais développement personnel, mais c'est pas vraiment fait comme ça. En gros, c'est une journée, une thématique, et toute la journée est en entonnoir, et plus t'avances dans la journée, plus c'est impliquant. Émotionnellement et physiquement. Il n'y a pas de sexe pur. En revanche, tu déverrouilles des trucs. Hein. Moi, j'ai jamais chialé autant. J'ai jamais hurlé autant. Et je pense que si tu mets une caméra comme ça à un instant T qui rentre dedans, je pense qu'ils embarquent tout le monde au poste. Hein, parce que les gens hurlent et tout. Enfin, franchement, tu te dis, mais what the fuck. Et tu te rends pas compte de ce que tu es en train d'intégrer au moment où tu le fais. Tu dis, je sais pas ce que ça va m'apporter. Et en fait, ça infuse avec le temps. Et après, quand tu te rends compte, au moment où tu fais l'amour, t'es plus dans le même ressenti, que tes sensations c'est pas la même, et que tu te retrouves à jouir comme moi j'avais jamais joui. Hein. J'ai joui comme pour moi c'était que les filles qui pouvaient jouir comme ça en mode petit agneau frêle sur le côté pendant 20 secondes en mode tu vois comme ça là. C'était pas possible pour un mec. Eh ben si c'est possible. J'étais
Mais une petite chose, feuille tremblante sur le côté. Position fétale à trembler, quoi. Tellement j'avais joui. Ce qui reste à conquérir, c'est en moi, là. En fait, faut que j'aille chercher encore plus loin. Ça fait des années que je cherche à remplir ma vie de trop de trucs, mon nez de trop de coke. Faut que je fasse autre chose. Faut que je cherche à l'intérieur de moi, là. Et les sensations, et du coup, sans forcer. Mais franchement, sans forcer. Et même parfois, je fais encore des écarts aujourd'hui, mais j'ai arrêté de prendre de la drogue, j'ai quasi arrêté de boire, mais sans forcer, rien. Et en fait, ça a impacté ça, là, ce process que je fais, et je pense que ce process, il va pas s'arrêter, en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être que à l'entrée de la porte. Et c'est ça, aujourd'hui, qui me fait vibrer, c'est de me dire, putain, tout le potentiel encore qu'il y a à chercher là-dedans. Et ça m'excite beaucoup. Parce que ça me redonne de l'espoir aussi. Avant, et l'un et l'autre, on était vachement dans la performance. Combien on a eu d'orgasmes dans la journée ? On adorait se le dire. Aujourd'hui, moins. Ça veut pas dire qu'on en a forcément moins, mais en fait on s'en fout, c'est pas la question, c'est juste que c'est plus puissant. C'est plus puissant parce qu'on prend plus le temps, et aujourd'hui parfois on se surprend, ça fait 3h30 qu'on est en train de faire l'amour, et on se dit mais on peut pas en fait, c'est pas possible, dans une vie sociale normale ça n'existe pas, en fait il y a des trucs à faire, là faut se bouger, on a rendez-vous avec un tel. J'ai ouvert la porte aussi à pas être forcément que dans une position de dominant, à lâcher du lest aussi. À être, pas dominé, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait à être pleinement moi. Dans des choses avec plus de timidité, avec plus de faiblesse, à vouloir tester des choses. Et tu vois, tous ces trucs de détente et de prendre le temps, en fait, bah, tu peux aller vachement plus loin dans le ressenti. Alors, c'est toujours difficile, je trouve, à expliquer, et je trouve que ça paraît toujours opaque, les gens qui parlent de tantra et de ces pratiques-là pour les autres. Moi, ça m'a apporté vachement, et ce que ça a changé dans nos pratiques, ouais, c'est qu'on fait l'amour différemment. Après, attention, hein, on baise aussi, hein, et heureusement, d'ailleurs. Et je trouve que même dans le côté hors tantra, même quand tu baises un peu de manière animale, rapide, bah même ça a changé. Je suis encore plus animal qu'avant. Et j'ai aucun problème à l'être. Prude. La pratique anale, c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté. Avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Hein. Franchement, ça m'a pas énormément plu et j'ai toujours trouvé ça assez douloureux. J'ai jamais trop compris qu'une femme puisse aimer autant ça parce que franchement c'est douloureux quand même. Et bah moi ces pratiques là ça m'a permis de me détendre vachement et d'essayer, et je dis pas que c'est 100% du temps, mais parfois ça me plaît vachement et parfois ça me plaît pas du tout, mais c'est pas grave, c'est juste qu'en fait ça t'apprend aussi que dans tes pratiques il y a des moments où c'est le moment et d'autres où ça l'est pas. Et pareil, t'as pu à te coller d'étiquettes. Je suis comme ça, j'aime ci, j'aime ça. Non, en fait, il y a des moments où j'en ai envie, il y a des moments où j'en ai pas envie, il y a des moments où ça me fait mal, d'autres moments où ça fait pas mal, et c'est pas grave. Et attention aussi à pas s'enfermer. Moi, les gens qui sont que tantra, et tout est trop intense, tout est trop dans la longueur, trop dans le toucher, bah ça me gave aussi en fait. Moi, ce que je veux, c'est élargir le champ des possibles. C'est que le buffet, il soit le plus large possible et qu'on puisse alterner aussi les pratiques. Je suis persuadé que pour élever et développer son potentiel orgasmique et son potentiel sexuel, et bah faire des exercices de respiration, prendre du temps et avoir des gens ou des partenaires qui t'apprennent et qui t'accompagnent là-dedans, et bah ça fait de toi une meilleure personne. Et puis on a fait d'autres essais aussi. On allait en boîte échangiste aussi, pour sentir un peu le frisson. Donc on en a testé 3 ou 4, et franchement c'était pas dingue. La première fois qu'on y est allé, déjà moi j'étais un peu intimidé. Bon, moi, à chaque fois, je suis déçu par les gens, en fait. C'est-à-dire que je suis désolé, mais j'ai mon petit scanner qui se remet à ce moment-là, et quand je rentre, en moins de 4 minutes, je sais si ça va le faire ou pas avec l'ensemble des personnes de l'assistance. Et on n'a jamais vraiment trouvé quelqu'un avec qui ça matchait. Après, on a eu une expérience cool, où on a baisé à côté d'un autre couple, mais sans vraiment se mélanger. On a baisé devant des gens, c'était cool. Mais une vraie expérience d'échange avec quelqu'un d'autre dans le club, non. Et puis c'est surtout que nous, on a cette volonté qu'on partage, je crois, de vouloir expérimenter des choses avec d'autres, puisque de toute façon, moi, du fait de cette dualité un petit peu, du fait que je peux avoir des attirances pour des garçons, j'ai pas envie non plus de fermer complètement la porte. Donc aujourd'hui, le deal qu'on a à deux, c'est que si on a envie de vivre une expérience avec quelqu'un, on l'intégrera dans notre couple. On s'est dit que l'échangisme, en fait, c'était pas notre truc, en tout cas dans les boîtes échangistes. Et on s'est dit que si on a envie de partager avec d'autres gens, en fait, il fallait que ce soit des gens avec qui il y ait une certaine connivence, avec qui ça fit, en fait, tout simplement. Mais c'est difficile, hein, d'avoir à la fois un mec qui t'attire, parce que moi, faut que le mec m'attire, faut que la fille m'attire,
faut que le moment s'y prête, que les deux plaisent à Julie aussi. Enfin, donc, il y a quand même un nombre de paramètres qui rentrent en compte, ça devient une sacrée équation. Nous, ce dont on rêverait, je crois, en tout cas moi, ce dont je rêverais, ce que j'appellerais du sexe positif, dans une belle baraque, avec des gens bien câblés, beaux, où on bouffe bien, et tout ça est très esthétique. Et où il peut y avoir de l'échange. Mais moi, je crois que si j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de valider avant. En fait, j'aimerais bien que ce truc de cul s'intègre à une vie plus globale. C'est-à-dire que je me rends compte que dès que je silote le sexe pour le sexe, c'est-à-dire on va en club échangiste pour faire du sexe, en fait, ça me gave. Parce que moi, l'expérience, j'aime toute l'expérience. J'aime qu'on peut-être on bouffe ensemble avant. J'aime que on se promène, on puisse se promener, ou qu'on passe l'après-midi dans le jardin, qu'on baise, qu'on lise un magazine. Enfin, je sais pas, la vie en fait. Que ça s'intègre dans une vie normale. Qu'on se dise pas dans la case. Nick, samedi soir, taille aux chandelles ou au masque. J'ai un peu le fantasme de vivre dans une communauté de libertaires un peu néo-ruraux, bien élevés, avec chacun des qualités, certains qui font de la musique, d'autres de la cuisine. Enfin voilà, j'ai un peu ce fantasme, et qu'en même temps on puisse partager des moments de sexe qui soient cool. Et donc du coup, juste pour mettre en opposition ça, c'est que on s'est dit tous les deux, pour que ça marche, le sexe à plusieurs, il faut que on s'entende déjà bien avec la personne, ou qu'il y ait une connivence qui se crée. Pour l'un et l'autre, c'est important en fait. Et donc du coup, ça nous est arrivé. On avait évoqué plutôt une fille pour elle, puisqu'en fait, le deal était simple. Moi, j'avais déjà testé les garçons, et elle avait d'autres envies, et du coup, elle se disait, moi, je serais plus à l'aise avec une fille. Et en fait, rien de prémédité, c'était ça qui était cool du coup, c'est qu'on a glissé vers un moment où on a partagé un moment à trois, ce qui n'était pas prévu. Nous, en plus, ce soir-là, on rejoignait ce pote-là pour boire un verre, et après, on avait prévu d'aller dans un club échangiste. Donc il y avait quand même un axe de soirée. On était quand même persévérants. Même si ça nous saoulait, on était quand même persévérants. On s'est dit, il y a un moment, on va trouver, putain. Et en fait, ça a basculé, on n'est jamais allé dans ce club échangiste, et hasard du truc, on a fait l'amour tous les trois chez lui. Alors moi, pour la petite anecdote, c'est marrant parce que c'était un pote qui me plaisait pas mal, qui m'attirait pas mal. Et on s'était peut-être embrassé une fois, mais vraiment de l'embrassade de potes un peu fonce-dé, quoi. C'était pas du tout comme d'autres fois. Et on se met à danser. On se met à danser chez lui, la soirée se poursuit, on boit des coups, c'est super. C'était pas un moment cul sale en fait. C'était vraiment un beau moment, quoi. Il y avait pas de gêne. Parce que je me sentais pas en danger. Parce que j'avais été... les deux avaient pris soin de moi. Et du coup, je m'étais pas senti sur la touche. C'est important, pour ceux qui écoutent, d'être déjà bien à deux avant d'essayer à 3 ou 4. Sinon, ça marche pas. Sinon, on va faire qu'amplifier ce qui va pas. Être en team, quoi. Enfin, être en équipe. Avec l'autre, être en équipe. Se dire qu'on... Déjà communiquer avant, sur ce qui est possible, pas possible. Communiquer un peu un code ensemble. Et puis, il y a un mot que j'ai appris, que je connaissais pas, qui s'appelle la compersion. Qui est pas facile. Qui est en fait... réussir à ressentir de la joie et du plaisir à travers la joie et le plaisir de l'autre. Par exemple, concrètement, se dire, tiens, ma meuf prend du plaisir avec ce mec qui est en train de lui faire l'amour devant moi, je ne fais pas partie du game, mais finalement, le plaisir que je ressens à la voir avoir du plaisir est au-delà de l'appartenance que j'ai et de l'ego en disant, cette femme, c'est la mienne. Et ça se bosse. En fait, le tantra et la médite m'ont vachement fait bosser sur l'ego et sur l'appartenance. Qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas. Sur quoi t'as la main surtout, et sur quoi t'as pas la main. Ça a tout changé. Me dire en fait, arrête de vouloir tout, avoir la main sur tout. Sur quoi je peux vraiment avoir un impact. Ok, sur tout le reste, ça sert à rien de m'énerver. Et ça m'a vachement détendu, moi. Alors, bien dans son couple, ça veut tout dire et rien dire. En tout cas, bien dans son couple au moment où on décide de basculer vers ces expériences-là. De se dire, ok, on s'ennuie au pieu, quelle que soit la raison, mais d'être d'accord en fait sur le mouvement. De verbaliser avant et de verbaliser après. Qu'est-ce que t'as kiffé, pas kiffé, et de dire putain, quand je t'ai vu avec elle, ça m'a fait mal. Et puis moi, j'ai déjà eu ce sentiment de douleur de voir Julie avec un autre mec dans les bras. Et ou de se faire lécher ou caresser par quelqu'un d'autre, et de se dire il y a quelqu'un d'autre qui lui procure du plaisir, et de ressentir un mouvement
qui est humain, hein, de jalousie, d'ego, de possessivité. Parce qu'elle est là, la limite. Elle est hyper fine, la limite, de se dire jusqu'à quel point je suis sado-maso, de me faire du mal en me faisant du bien, etc., quoi. Je suis plus haut que ça. Et en fait, le fait que la personne avec qui je partage ma vie prenne du plaisir, et ben pour moi, ça, c'est ce qui me fait vibrer, parce que ça veut dire que je peux lui offrir ça, et que je peux lui offrir ce cadre-là. Et aller au-delà de ses préjugés, parce que moi, j'en ai fait tomber des préjugés, et j'en ai encore un peu. Mais en fait, c'est comme tout, tu prends ce que tu as à apprendre, tu fais ta cuisine, et après, tu vois ce qui, toi, te plaît. Et je conseillerais même les trucs de tantra de pas les faire en couple. Parce que du coup, ça te fait vraiment te concentrer sur toi. Prude. J'ai toujours cherché. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de trouver, en fait. Je continue à chercher et à avoir des expériences, et cette expérience, elle emmène d'autres expériences. Et en fait, c'est vraiment cet effet boule de neige et ces découvertes qui s'arrêtent jamais. Et parfois, la sexualité est un vecteur de découverte, et parfois, c'est par un autre truc qui va te ramener par la sexualité. Et ça, c'est devenu hyper excitant pour moi. Et en fait, la vie, c'est le bordel. Et faut accepter que ce soit le bordel. Mais du coup, dans ce bordel, franchir la ligne. Voilà. Aller se mettre un peu en danger, aller se mettre un peu dans le frisson. Pas se faire de mal. Mais je crois qu'on grandit vraiment en faisant ça, quoi. C'est sortir de sa zone de confort, tout simplement. Et on sait que ça va être dur. Allez, faut y aller. Merci d'avoir écouté Prude. Si vous avez des histoires insolites, inavouables, des confidences à nous faire partager, écrivez-nous sur prudelepodcast@gmail.com et suivez-nous sur Instagram, Prude le podcast. Si vous écoutez cette conclusion, c'est que vous avez aimé cet épisode. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner et de laisser un commentaire. Pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais pour Prude, c'est beaucoup. À bientôt. Prude.